Bonjour, c'est Dame Denise. Bonjour, c'est Insa Denguizijou. Nous vous donnons rendez-vous tous les samedis de 13h à 14h dans votre émission Mtsohozi Kato. Dans cette émission, nous vous amenons à la pêche aux éléments historiques de notre île et bien au-delà. Et soyez-en sûrs, personne ne reviendra bredouille. Mtsohozi Kato. Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur Maët la Première. Je suis Dame Denise et je suis une nouvelle fois ravie de vous retrouver ce samedi, toujours en compagnie de mon compère, l'historien Insa Denguizijou, pour vous présenter un nouveau numéro de votre émission consacrée à l'histoire, à la culture et à la connaissance de la vie de tous les jours de notre société mahoraise. J'ai nommé Mtsohozi Kato. Et oui, des fois, vous le savez, nous allons aussi bien au-delà de notre société. Alors aujourd'hui, dans votre émission, nous allons faire un rétrospectif et vous embarquer dans un voyage à la découverte de l'usine sucrière de Dzoumogné. Cette usine était la plus importante à l'époque coloniale, une période où la France avait comme ambition de se hisser parmi les premiers producteurs et exportateurs de sucre. Mayotte devait être l'un de leurs plus grandes réussites, mais sur le terrain, les choses ne se sont pas réellement passées comme ils l'espéraient. N'est-ce pas, Insa Denguizijou? Bonjour. Bonjour Denise, bonjour aux auditeurs et auditrices qui nous suivent fidèlement depuis quelques mois maintenant. On est presque arrivé à la fin, on est au mois de mai, on est un peu triste parce que sous peu, on va devoir faire une petite pause et puis revenir après. Oui, c'est la vie, la saison va se terminer bientôt, mais on espère d'ici là quand même offrir des beaux sujets et des connaissances qui seront profitables à tout le monde. Alors, on a une petite surprise, on le dit maintenant ou pas? Ah non, les surprises, on les annonce pas d'avance. D'accord, ok. Bon, alors dans ce cas-là, on va commencer pour l'émission d'aujourd'hui. Ma question était, sur le terrain, en réalité, les choses ne se sont pas réellement passées comme les Français colonisateurs à l'époque l'espéraient. Mais peut-être avant d'arriver à cette réponse-là, commencer peut-être justement pour l'usine de Dzoumogné. Qu'est-ce qu'elle représente réellement? Parce que aujourd'hui, on sait qu'on a encore les vestiges et la jeune génération, souvent, il y a des gens qui passent devant et peut-être qu'ils ignorent complètement même ce que c'était. Oui, de manière globale, peut-être présenter un peu le contexte. Au moment où la France colonise Mayotte, il y a eu des débats sur les orientations concernant l'utilité de Mayotte au sein de l'Empire colonial français. Donc à un moment donné, certaines personnes ont imaginé vouloir faire de Mayotte un grand port de commerce, etc. Et puis, la réalité leur a rappelé une certaine vérité. C'est que le port commercial qu'on imaginait allait coûter beaucoup plus cher et que la France coloniale de l'époque ne consentait pas à mettre beaucoup de moyens financiers pour développer ce port. Donc, on s'est tourné, l'administration s'est tournée de manière naturelle sur des bases déjà connues ailleurs, notamment à La Réunion et aux Antilles, qui vivent avec une économie tournée vers l'agriculture et notamment massivement orientée vers l'exploitation de la canne à sucre. C'est à partir de 1843-1844 où on commence à donner des concessions à des personnes qui ont un projet de développement de la canne à sucre ou d'un projet agricole à Mayotte. Donc c'est comme ça que vont naître beaucoup d'usines que nous connaissons par les vestiges et notamment Dzoumogné qui fait partie des premières usines à avoir vu le jour à Mayotte. Vous venez de nous le dire, première usine, mais pas que, ça a été l'usine la plus importante, d'où l'importance d'en parler aujourd'hui. Oui, c'est parmi les plus importantes, sinon la plus importante, par sa longévité. C'est la dernière usine connue, en tout cas des Mahorais. Il y a encore des générations qui ont travaillé à Dzoumogné, qui sont encore vivantes et que c'est resté encore dans les mémoires assez vives dans les villages
que ce soit à Djoumogné ou dans les villages aux alentours. Donc en 1955, l'usine ferme définitivement ses portes. Donc 1955, c'était hier. C'était hier. Donc il y a encore des gens qui se remémorent très bien de leur journée, de ce qu'ils faisaient, comment était organisé le village, comment était organisé le travail encore dans le nord de Mayotte. Il y a encore cette mémoire vive qui conserve intacte l'usine sucrière, même dans la parole. La concession de Djoumogné est officiellement accordée à un certain Dupérier de Nevers en 1853. C'est là où l'aventure va commencer. Oui. Et quand l'aventure de l'usine sucrière de Djoumogné débute, il ne faut pas s'imaginer que tout de suite on a tout sur Djoumogné. Donc on commence, l'exploitation du sucre, c'est une entreprise qui se fait pas à pas. Donc, quand on veut exploiter du sucre, il faut déjà qu'on ait la canne. Donc, on commence d'abord par planter la canne, désherber. On sait d'où arrivait la canne. Est-ce que c'est une canne qui est endémique ou c'est une canne qu'on rapportait de l'extérieur? La canne qui est exploitée à Mayotte, en tout cas, des archives, on retient qu'elle vient massivement de la Réunion, donc les espèces. Parce qu'on cherchait à rentabiliser un peu le processus de production et que la canne qui existait à Mayotte, parce qu'il y avait la canne à sucre à Mayotte avant l'arrivée des Français. Elle était exploitée de manière complètement artisanale, mais ne répondait pas forcément aux défis de l'économie sucrière. Donc on a fait venir à Mayotte des plants de la Réunion où on sait qu'il y avait une industrie sucrière qui marchait très bien. Et c'est notamment grâce aux espèces de canne exploitées, avec une rentabilité dans l'extraction du jus, etc., qui allait permettre à Mayotte de suivre le même chemin que la Réunion. Donc, on a commencé par planter la canne, enfin, en tout cas, désherber et préparer des champs. Est-ce qu'on sait combien d'hectares il y avait au départ? Au tout départ, sur Djoumogné, il y avait 500 hectares de terres qui ont été octroyés pour l'installation de l'usine. Donc, dans ces 500 hectares, il y a 150 qui ont été destinés à la plantation de la canne à sucre. Donc, on a un domaine qui ne s'arrête pas là, parce que les ambitions, en tout cas des personnes qui avaient la concession de Djoumogné, étaient de s'agrandir jusqu'à atteindre une échelle industrielle et qui permettrait de faire des profits. Donc en 1854, le domaine de Djoumogné s'étend sur 1000 hectares. Donc on voit qu'il y a des moyens qui sont mis et qu'on cherche à faire du profit sur les parcelles qui ont été octroyées par l'administration. Et ces parcelles-là, au départ, à qui est-ce qu'elles appartenaient? Il y a plusieurs configurations, en réalité, concernant l'installation des usines sucrières à Mayotte. Il y a des endroits qui n'étaient pas nécessairement occupés par des humains. Donc, les plaines que vous voyez, la plaine de Ajangwa, n'étaient pas nécessairement occupées par des humains. Il y a, par contre, des endroits, tels que Djoumogné, où il y avait déjà une présence humaine. Quand il y avait des personnes déjà installées avant l'arrivée de l'industrie sucrière, l'administration a été obligée d'exproprier ces personnes-là, de s'accaparer de leurs terres, sans indemnité derrière. Ça, il faut bien le comprendre. Donc, ça va être le cas à Djoumogné, ça va être le cas à Soulou, où il y avait quelques cultivateurs locaux qui avaient déjà une vie agricole dans ces contrées-là. C'est ça aussi ce qu'il faut comprendre, que quand il y a les usines qui s'installent, il y a un certain nombre d'inconvénients qu'on fait peser sur la population locale. Et parmi les inconvénients, c'est le travail forcé, c'est aussi l'expropriation et l'accaparement des terres. Alors, ces personnes à qui on va voler, entre guillemets, les terres, est-ce que ces mêmes personnes vont être contraintes d'aller travailler dans ces usines? Bien évidemment. Quand on enlève le moyen de subsistance à ces personnes, ce qui est la terre, parce que c'était leur seul moyen de subsistance, ils devaient à un moment donné sacrifier le fait qu'ils n'avaient plus de moyens de subsistance à part le travail salarié dans des usines sucrières. Donc on va
petit à petit les ramener vers le travail dans les usines ou dans les champs de canne, ce qui va poser un certain nombre de problèmes. Mais bon, après, il y a le travail forcé. Ils n'étaient pas forcément volontaires pour aller travailler dans ces usines, mais on les forçait par la contrainte économique ou par la contrainte juridique qui spécifiait que tout être humain en place, qui vit à Mayotte devait justifier d'un travail. Et ceux qui étaient notamment engagés dans les usines sucrières étaient porteurs d'un livret au moment où ils se faisaient contrôler. Si on n'était pas capable de présenter, s'ils n'étaient pas capables de présenter le livret, ils étaient envoyés au cachot. Et on voit, lorsqu'on parle de l'usine de Dzoumogné, aujourd'hui, il y a encore les vestiges, même à l'intérieur donc, du collège qui existe et du lycée qui y existe. Tout ce matériel-là, il est arrivé comment jusqu'à Mayotte ? Le matériel qui va équiper les usines, toutes les usines à Mayotte, est de provenance diverses. Donc on a à la fois des machines qui viennent de La Réunion, on a des machines qui viennent directement de la métropole ou encore plus loin de l'Angleterre. Donc selon les usines et selon les profils des concessionnaires, des propriétaires, chacun va avoir sa voie pour se fournir en matériel. Donc celle de Dzoumogné, on a un corpus en tout cas de personnel qui vient essentiellement soit de La Réunion, soit de métropole, qui connaissent déjà, en fait, on va là où on connaît déjà le matériel et on va commander du matériel qui vient de France ou de La Réunion pour essayer d'amortir les coûts d'entretien. Et combien de temps est-ce que ça va prendre pour pouvoir installer tout ce matériel dans l'usine de Dzoumogné ? Il y a 2 moments. Il y a le moment de la construction des hangars. C'est-à-dire là, c'est un travail de maçonnerie qui prépare la venue des machines avant leur installation. Donc, on construit des hangars et avec différents ateliers qui en réalité relate le travail qui va être fait pour extraire le sucre du jus de canne. Et le matériel va suivre après. Ce qu'on observe sur Dzoumogné, c'est que l'usine est complètement montée et a ouvert ses portes en 1858. Donc voilà un peu pour le côté matériel, ce qui va permettre réellement de lancer l'exploitation de la canne à sucre qui a été plantée bien avant l'ouverture de l'usine. Et est-ce que de prime abord ça va marcher ? Est-ce qu'on va avoir une belle production de sucre de canne ou de rhum ? Je ne sais pas exactement qu'est-ce qu'ils produisent. De tout en réalité, parce que quand on produit de la canne, il y a des moments où il arrive que les concessionnaires se lancent dans la production de rhum, parce que c'était aussi il y avait un marché existant, donc il convenait à cette époque de s'insérer dans ce marché. Donc on produit à la fois du sucre, mais aussi du rhum. Les premières années de mise en service des usines, comme les machines sont neuves, on observe une certaine émulation de la production sucrière à Mayotte. Ce qui va s'estomper avec le temps. Il y a plusieurs facteurs qui vont expliquer un peu le déclin de la production sucrière à Mayotte. C'est le fait qu'au XIXe siècle, il y a le sucre à betterave qui commence à être développé en Europe. Mais aussi, donc, la chute des cours du sucre ne favorise pas l'extension des domaines, ne favorise pas non plus des productions au-delà de la normale. Donc, le marché européen se tarit avec pour voie de conséquence le déclin de l'usine sucrière à Mayotte. Il y a aussi le défi de l'entretien des machines. Il faut avoir les bons ouvriers pour pouvoir pallier aux pannes et aux différents dégâts liés à l'usure des pièces. Donc Mayotte ne va pas forcément avoir ce vivier, donc il faut le faire venir de La Réunion, le temps que ça arrive, etc. Donc ça crée un petit problème au niveau de la production. Et puis il y a aussi la résistance de ces hommes et femmes qu'on amène de force dans ces usines pour aller travailler, qui à un moment donné se révoltent et qui sabotent par moments les outils de travail et les champs de canne.
Et ce qui fut le cas en 1866. En 1866, oui, à Djoumounié, il y a eu, pas qu'à Djoumounié d'ailleurs, à Soulou, à Djoumounié et dans d'autres usines comme à Jangwa, il y a eu des mouvements de protestation des travailleurs liés à leurs conditions et au non-paiement des salaires. Insa, moi j'ai eu la chance, notamment aller à Djoumounié, interviewer les anciens qui sont encore vivants ou encore même dans ma cour à Kombani. Nous avons un énorme alambic, allez, une petite clin d'œil, ça a sauvé la vie à ma maman durant Chilo puisqu'elle s'est cachée dedans. Mais lorsqu'on voit ce matériel, on se demande, mais en fait, comment est-ce qu'ils ont pu? Parce que ça n'a pas l'air d'être aussi sophistiqué que ça. Presque c'est de la rouille. Ils ont fait comment en fait? C'est de la rouille avec le temps. Mais en réalité, c'était des grosses... c'est costaud, parce que oui. Les gens nous demandent souvent, mais votre mère, vous êtes sûr qu'elle s'est cachée dedans et Chilo n'a pas emporté? C'est réellement très très costaud, ça ne bouge même pas en fait. Oui, ce sont des machines assez lourdes qui avaient vocation à produire et à être en contact avec des éléments chauds, etc. Donc on ne pouvait pas non plus bricoler sur le type de matériel. Mais les transporter, comment ils faisaient? Par exemple, moi, j'étais allée à Djoumounié il y a quelques années interviewer les anciens qui m'ont amené à Gombejou et qui m'ont Mgwedajou et qui m'ont amené à Mgwedajou et qui m'ont montré en fait le cheminement et tout. Vous, les historiens, vous êtes allés jusque-là pour voir et tout? Parce que je pense que ça a dû être un travail colossal en fait. Oui, c'est une archéologie qui est connue et qui a tendance à disparaître parce que les traces sur le site de Mgodajou à Djoumounié, il ne reste plus rien. Le peu qui est resté, Chilo, je crois, a fait son œuvre, a mis à terre le magasin qui était en bordure du littoral. Mais on voyait, il y a un certain temps, des rails qui allaient jusque dans la mer. Donc ces rails-là servaient à la fois à l'import et à l'export. Donc les machines étaient transportées sur la terre ferme et puis pour les faire monter, surtout quand on connaît la difficulté de la marée à Mgodajou, pour les faire monter, on avait besoin des éléments mécaniques pour tirer les outils. Les hommes, enfin la force de l'humain ne suffisait pas. Donc il a fallu installer les rails, etc. pour tirer les machines afin de les ramener sur la terre ferme. Et encore, sur Djoumounié, on a deux difficultés, c'est-à-dire l'usine est assez éloignée de la mer, parce que Mgodajou, c'est pas Djoumounié même. Donc, on tirait les machines pour les sortir de l'eau, enfin des bateaux. Et puis, il fallait aussi organiser le transport de Mgodajou jusqu'au site actuel du collège de Djoumounié. Donc, ça rajoutait un peu de difficultés pour les constructeurs et pour les concessionnaires. Donc, dans tout ce processus... C'est énormément de logistique, ouais, dites-on. Voilà. Donc, c'est des problèmes logistiques qui n'étaient pas forcément... que les concessionnaires n'avaient pas forcément imaginé. Ils avaient vu trop vite le fait de devenir riches par l'exploitation du sucre, mais n'avaient pas imaginé toutes les difficultés qui allaient venir pour la mise en place de cette industrie. D'ailleurs, c'est ce qui explique que beaucoup ont abandonné en cours de route. Et du coup, donc, pour réussir à amener tous ces matériels, à les installer, à les mettre en place, à les mettre en activité, financièrement, ça a un coût aussi. Peut-être que c'est là où on pourrait également expliquer le fait qu'ils ne voulaient même plus payer leurs employés. Oui, ça a un coût. Et le coût du matériel, ils l'avaient bien inclus dans leur projet. Là où ils se disaient qu'ils allaient faire des économies, c'est sur les salaires justement. Parce qu'on était habitué à avoir un modèle de travail gratuit avec l'esclavage. Et là, avec l'installation des usines, on oblige parfois les concessionnaires à avoir des contrats et à les payer. Donc, au 19e siècle, en tout cas au tout début de l'usine au tout début du démarrage de l'usine sucrière, les concessionnaires, les propriétaires pouvaient se jouer de l'administration qui n'était pas présente sur le terrain et ne pas payer les employés, enfin ceux qui étaient censés être désengagés. Après, au 20e siècle, quand on essaie de relancer l'activité de l'usine de Djoumounié avec la société Bambao, là on rentre dans un travail vraiment salarié parce qu'il y a une certaine conscience
de la population qui attend d'être rémunérés en échange de leur force de travail. Donc, on voit qu'il y a là des données qui évoluent avec le temps. Au 19e, on ne paye pas les salariés, donc on fait des économies. Au 20e siècle, à partir du début du 20e siècle, avec la société Mambao, on est obligé de payer les employés, donc on cherche plutôt à diversifier les activités afin de faire le maximum de profit possible. D'accord, merci beaucoup Insa de Ngizijou. Nous verrons d'ici quelques instants qu'il va y avoir plusieurs propriétaires durant cette période-là et une certaine stabilité qui arrivera quand même. Oui, et cette stabilité-là, elle est due au fait qu'on rationalise les productions de sucre dans la zone nord. D'accord, merci beaucoup. Je vous propose de partir en musique et on se retrouve juste après. Rirenge mfano wao riendese dunia naishi nao na wao walizaya rirenge mfano wao riendese dunia naishi nao na wao walizaya rirenge mfano wao riendese dunia abaisha wafuma vayao yasike japaharo wakana nguvu na sura njema uride lirijonao wafanyishi hawaduazi nari wasaidie nari enshi nao na wao walitaya rirenge mfano wao riendese dunia nari enshi nao na wao walitaya rirenge mfano wao riendese dunia narile nao hauva moja na uwadisa zabira rikejula uwavulishia makalima enzamana ankili yoyo utulia jula huvolwa nyasia nari enshi nao na wao waritaya rirenge mfano wao riendese dunia nari enshi nao na wao waritaya rirenge mfano wao riendese dunia abaisha wafuma vayao yasike japaharo wakana nguvu na sura njema uride lirijonao wafanyishi hawaduhazi nari wasaidie nari enshi nao na wao walitaya rirenge mfano wao riendese dunia nari enshi nao na wao walitaya rirenge mfano wao riendese dunia narile nao hauva moja na huwajisa zabira rikejula uwavulishia makalima enzamana ankili yoyo utulia jula huvolwa nyasia nari enshi nao na wao walitaya rirenge mfano wao riendese dunia nari enshi nao na wao walitaya rirenge mfano wao riendese dunia nari enshi nao na wao walitaya rirenge mfano wao riendese dunia nari enshi nao na wao walitaya rirenge mfano wao riendese dunia nari enshi nao na wao
Bien le bonjour à vous tous qui êtes à l'écoute de Mayotte la première. Vous êtes dans votre émission Mtohozi Kato, Dame Denise avec vous, toujours en compagnie de mon compère Insa de Ngizijou. Et aujourd'hui, nous vous amenons à la découverte de l'usine sucrière de Dzumogné. Sans doute que certains d'entre vous ont eu cette chance ou même ont été un peu curieux lorsqu'ils passent devant Dzumogné de se poser la question, de se demander mais qu'est-ce que sont ces vestiges qu'on voit? C'est vrai que souvent les enfants, lorsqu'on leur pose la question, pour la plupart, mais en fait ils n'en ont aucune idée. Même éventuellement moi à Kombani, parce que ces vestiges existent encore à Kombani, moi étant petite fille, je disais ça c'était les militaires qui venaient ici, ils ont lancé des bombes et puis c'est resté dans notre cour comme ça. C'est aujourd'hui, Insa de Ngizijou, j'ai envie de vous demander, c'est des choses qui se perdent notamment pour la jeune génération? Oui, il y a une certaine perte liée à la méconnaissance du patrimoine ou même de l'histoire d'une manière générale. Mais c'est tellement imposant que ça interpelle forcément. Quand on passe à Dzumogné, à côté de la poste, ou même dans le collège, quand on voit la cheminée, ça interroge les gamins les plus curieux. Mais c'est quoi? Ça vient d'où, etc. Donc il faut, quand on est parent, il faut être un peu armé à pouvoir répondre à ces questions-là si on passe par Dzumogné. Donc ça s'impose dans le paysage et aussi d'où l'intérêt pour nous de pouvoir en parler et donner quelques éléments de réponse au jeune public, mais aussi aux grands qui ont tendance à oublier parce que le temps a fait son œuvre. Si je peux me permettre, pour avoir fait des enquêtes dessus, j'ai eu l'impression souvent que les anciens, n'aiment pas trop parler de cette histoire. Ce qui est complètement compréhensible. Le fait qu'ils ne veuillent pas parler de leur passé dans ces usines ne doit pas nous étonner. Ne doit pas nous étonner parce que les conditions dans lesquelles ils ont travaillé, comment ils étaient traités, ça frôle l'humiliation. Donc, ils n'ont pas forcément envie de revenir sur cette page-là de leur histoire personnelle, mais aussi qui éclaire aussi notre histoire qui éclaire également notre histoire collective. Donc, de manière générale, il y a des gens qui sont très volontaires pour laisser une trace dans l'histoire, dans la mémoire, transmettre ce qu'a été leur vie, mais d'autres refusent de pouvoir en parler parce que c'est encore trop douloureux et ils ne souhaitent pas forcément faire peser sur les générations actuelles la douleur qui a été la leur. Alors moi, ce qui m'avait le plus marqué à cette époque-là, c'était quand on me disait allez voir un tel ou un tel. Il est arrivé, ses parents étaient venus de l'Afrique en fait, et que pour le reconnaître, vous allez voir, il est tout noir, c'est un monsieur tout foncé, tout noir et tout. Mais vraiment, les gens, ils insistaient là-dessus presque pour dire il n'est pas comme nous en fait. C'est une réalité, c'est que les personnes qui sont venues travailler dans les différentes usines à Mayotte ne sont pas nécessairement issues de la population locale. Donc, de toute façon, la population locale était une main-d'œuvre assez insuffisante pour espérer bâtir quelques espoirs de rentabilité. Donc, il a fallu faire venir de l'extérieur, notamment du continent africain, mais aussi des îles voisines, Madagascar, Anjouan, Grande Comore et Moïdi, des personnes pour travailler dans ces usines-là. Donc, les derniers à être embauchés venaient essentiellement de la Grande Comore, avec ce qu'on appelle en chimoré, on dit les conteras. Donc, c'est des personnes qui ont signé, pour le coup, des contrats pour venir travailler à Mayotte. Donc, les contrats terminés, ils ne sont pas nécessairement repartis, mais ils sont restés, ont fait souche dans l'île. Ils ont fondé des familles et aujourd'hui ils vivent à Mayotte puisqu'ils sont chez eux. Oui, de toute façon, quand on est parfois déraciné comme ceux qui venaient du Mozambique, etc., c'est très difficile d'imaginer de pouvoir retourner dans leur village d'origine parce qu'ils n'avaient pas forcément les moyens de se payer un boutre ou le moyen de transport. Donc ils avaient fait les adieux d'un territoire qu'ils connaissaient pour venir s'installer dans un territoire qu'ils allaient mettre en valeur et qui finira par les adopter avec le temps.
Merci beaucoup. Alors, juste avant la musique, nous parlions de la concession de Dzumonié qui connaît plusieurs changements de propriétaires, reflétant donc les difficultés économiques qui étaient très persistantes à l'époque. Oui, les propriétaires ne s'encombraient pas avec une usine qui n'est pas rentable. Donc, ils étaient là pour faire du fric. À partir du moment où l'usine n'était pas rentable, ils se débarrassaient en quelque sorte en vendant au premier venu. Parmi les propriétaires qui sont restés dans la mémoire des personnes qui ont travaillé dans les années 1940, il y a le nom de Madame Dianval. Donc, elle résidait à Métropole, mais avait acheté la propriété et pour la mise en valeur et pour suivre le travail des engagés, des ouvriers, elle avait nommé plusieurs directeurs, parmi lesquels on retrouve un certain Dubosc, un de Messin et enfin le vicomte de Lignières. Donc ces changements de directeurs avaient pour conséquence de déstabiliser un peu le modèle organisationnel, parce que chaque directeur qui arrivait avait sa propre méthode de pensée et de voir les choses. Donc la mise en place des organisations n'était pas forcément stable, ce qui nuisait également à la production. Donc on voit très bien que les changements de direction sont liés au fait que quand on n'arrive pas à rentabiliser l'affaire, on se débarrasse pour ne pas s'endetter encore davantage. Et comment, malgré tout ça, ces nouveaux directeurs ou ces directeurs qui s'enchaînent essaient de trouver des solutions? En remontant dans le temps, en tout cas dans les débuts de l'usine, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de miracle. Il faut placer les bonnes personnes au bon poste pour que ça fonctionne. Donc, au 19e siècle, par exemple, on a un ingénieur du nom de Boursier qui est nommé à la tête de l'exploitation, qui va relancer et moderniser l'usine en important à Mayotte des machines à vapeur et en allant vers une diversification de la production en incluant le rhum dans la production de l'usine sucrière. Donc, cette phase voit une augmentation de la production sucrière qui va de pair avec l'augmentation des ouvriers, des engagés qui travaillent sur le site. Donc, on est en 1862 à 400 travailleurs sur le site. En termes de production, on a 500 tonnes de sucre par an. On voit que malgré les difficultés, les personnes qui sont à la tête de l'usine essaient quand même de trouver des solutions. La modernisation de l'usine se poursuit avec la recherche de rentabilité qui va être basée sur la rationalisation des moyens de production, mais aussi le regroupement de certaines unités de production. À l'exemple de Dzumonié et de Longoni. Donc, pour essayer de réduire les coûts et de massifier la production, on va réunir, par le processus d'achat, les propriétaires vont acheter l'usine de Longoni et celle de Dzumonié pour en faire qu'une seule unité de production. Donc voilà un peu comment on recherche des solutions quand les choses ne vont pas bien. Ça ne s'arrête pas là. Le domaine technique ne suffit pas à lui tout seul pour pallier aux problèmes. Justement, je voulais dire que malgré tous ces efforts, on voit quand même que la production sucrière s'est essoufflée à Mayotte. Vous avez tout à fait raison de souligner que malgré tous les efforts, la production sucrière s'est essoufflée. Les conjonctures mondiales, les difficultés de production sur place font que. Donc, est-ce qu'on arrête tout ou on essaye de trouver d'autres solutions pour essayer d'être rentable? Donc la question, elle est répondue par les concessionnaires. On va essayer de trouver un autre modèle. Et l'autre modèle va être d'intégrer un processus de diversification de la production. Donc on ne va pas s'appuyer que sur la production sucrière, mais on va essayer de se diversifier, notamment à partir des années 20, vers des productions qui commencent à éveiller
l'économie européenne, et les efforts vont être tournés vers les plantes à parfum ou encore les plantes aromatiques ou des épices qui sont dans les années 20 très recherchées en Europe. Et ça va être le cas de Dumonier, qui doit sa survie justement à la diversification de sa production. Alors, c'est des productions que peut-être beaucoup d'entre nous même ont eu la chance de voir, comme par exemple le café, le cacao, qu'est-ce que je citerai, le vétiver. Les anciens nous parlent aussi de la cisale, mais il y avait aussi peut-être le café. J'ai déjà parlé du café, mais il y avait peut-être aussi la vanille qu'on connaît aujourd'hui, la citronnelle. Ça a marché ? Moi, je dirais que non, puisqu'aujourd'hui, on n'est pas connu pour être des grands exportateurs de vanille, par exemple, ou de café ou de citronnelle, et j'en passe. Le bilan est mitigé pour ces productions dites commerciales. Mitigé parce que on n'a pas eu des fortunes qui se sont bâties sur ces productions-là. En revanche, il ne faut pas sous-estimer le fait que le territoire pouvait produire un certain nombre de choses et qui permettaient aux gens d'en vivre. À la fois les propriétaires d'usines, mais aussi la population qui avait intégré l'économie marchande à l'époque. Donc la vanille, c'était très recherché, mais elle n'a pas complètement disparu aujourd'hui de nos champs. On est en train de vouloir revivifier la culture de la vanille. Pour le café, il y avait des espaces qui étaient beaucoup plus productifs que Mayotte, notamment La Réunion ou ailleurs. Donc c'était une production assez anecdotique. Il y a également le vétiver ou tous les plantes à parfum où on a essayé de faire un certain nombre de choses. Mais dans l'histoire, c'est resté que l'ilang-ilang a plutôt bien marché et a laissé quelques empreintes, notamment dans la réputation de Mayotte. Voilà, merci beaucoup Insa de Ngizijou. Alors, on a un tout petit peu de temps, alors je vous laisserai peut-être me proposer une petite conclusion. Qu'est-ce qu'on doit retenir sur l'usine sucrière de Dumonier aujourd'hui au XXIe siècle ? L'expérience de Dumonier nous donne à voir comment un territoire a été transformé par les cultures économiques coloniales, notamment le sucre, mais après tout ce qui va suivre après le déclin du sucre. On voit aussi comment Dumonier a été, Dumonier et d'autres usines ont été les précurseurs dans l'industrialisation de Mayotte. Après, c'est une expérience qui reste douloureuse pour beaucoup, mais elle a introduit à Mayotte des modèles de production, même a bousculé la pensée des locaux concernant la recherche d'argent, c'est-à-dire le capitalisme. Et c'est aussi un sujet à explorer peut-être. La saison prochaine, lorsqu'on s'est changé les patates douces et contre le poisson, moi je préférais cette époque-là, mais ça m'engage que moi. Oui, mais on ne mesure pas en fait la conséquence de cette marche forcée vers un capitalisme débridé par le sucre. Déjà, j'ébruite un peu le sujet. Déjà sur le modèle social, les Mahorais ne vont pas nécessairement vers l'argent. Ils sont organisés autrement. Mais la marche forcée vers un capitalisme les a en fait traumatisés quelque part parce qu'ils vont avoir peur de l'argent, de la recherche d'argent. Donc bon, ça. Je laisse une fenêtre ouverte pour un sujet qui porterait sur le capitalisme et les Mahorais et l'esprit d'entreprise. Voilà, épisode à suivre, mesdames et messieurs. Merci beaucoup Insa de Ngizijou, merci beaucoup à vous tous d'avoir suivi cette émission. On se quitte avec la citation à méditer, comme à chaque fin de notre émission. L'ignorance de l'histoire de son peuple est une forme de servitude. Bonne journée à tous et à samedi, Insa. À samedi, prenez soin de vous surtout.
hale 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 oh rakuenshi haujama karakoma nishiana mariziki zako chakula suku Kamazuri pia ya shakasha na mugodo pato singoma ya nyombe iyo de maore ya zamani ho maore ya zamani Eo vanu neri ono pavi na muime muribite kasulishe mila zatu sangamia bure bure o maure ya zamani wanyawene risu hatalie na maisha ya shizungu ulevi na upotevu waumanisa ujamaa maure ya zamani wakazi na makizibeli imerishangirie utamaduni kweli za turi nyese ujuzi ndio nao maure ya zamani malangatone ya kamazuri pia ya shakasha na mugodo pato singoma ya nyombe iyo de maore ya zamani ho maore ya zamani hale 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 oh rakwensi ya ujamaa karakoma nishiana mariziki zako chakula suku